Mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, où j'ai dû remplacer ex abrupto un jeune qui n'était pas disponible. Voilà. Comme les vieux sont toujours disponibles. Voilà. Et donc, je voulais vous parler des abus diagnostiques et thérapeutiques en médecine. Et donc, ça rentre dans le cadre d'ailleurs. J'avais fait cette présentation un petit peu plus compacte. J'ai ajouté quelques notions ici lors de la séance éthique que nous avions organisée il y a quelques semaines, un samedi matin, et où je m'étais proposé de parler de cet aspect-là des problèmes d'abus. Alors, j'avais interrogé, puisque maintenant c'est comme ça, hein, on demande quand même un collaborateur scientifique. Donc, j'avais interrogé ChatGPT en lui posant la question, y a-t-il des abus diagnostiques et ou thérapeutiques en médecine? Voilà ce qu'il avait répondu. C'est complexe, c'est multifactoriel. Et voilà quelques points de réflexion que l'on peut avoir. Oui, on peut avoir des surdiagnostics et des surtraitements. Et voilà, on a tendance à diagnostiquer des maladies qui n'auraient pas causé de symptômes, par exemple. Oui, il peut y avoir des pratiques commerciales et des conflits d'intérêts qui font en sorte qu'il peut y avoir des abus. Oui, dans certains cas, c'est quand même complexe la médecine. Il n'y a pas nécessairement de consensus et donc on pourrait se dire qu'il peut aussi y avoir voilà, des choses qui ne sont, voilà, qui n'obéissent pas à des recommandations qui seraient en existence. Ah ben oui, il peut y avoir des pressions du système de santé qui feront en sorte que, on est encouragé à prescrire des examens. Euh, et alors, il y a aussi une certaine liberté diagnostique et thérapeutique. Et enfin, il peut y avoir un manque de compréhension, de contact avec les patients. Alors, j'avais essayé de retraduire ça en chapitres plus personnels. Le premier point, c'est qu'il peut y avoir des déficits de raisonnement clinique. Sur le deuxième point, il peut y avoir de la collusion financière. Sur le troisième point, il peut exister des flous de la littérature médicale sur certains sujets. Clairement, que le mode de remboursement avec des honoraires à l'acte est quelque chose qui peut stimuler la prescription et des abus. La liberté thérapeutique, c'est tout un chapitre qui peut aussi faire en sorte qu'il y ait des dérives. Et c'est un des points d'ailleurs sur lesquels l'Ordre des médecins peut être en difficulté pour juger des pratiques qui pourraient être condamnables. Et enfin, l'information et l'éducation des patients, il y a le rôle des médias, l'amplification par les réseaux sociaux. Et j'ai rajouté un sous-chapitre, et je terminerai par là tout à l'heure mon exposé, par rapport à la prévention quaternaire. Et je vous dirai un mot de ce que c'est la prévention quaternaire et en quoi ceci doit être également un élément à prendre en considération. Alors, les abus diagnostiques, ça date pas d'hier et même d'avant-hier. Et si on en revient au 14 décembre 1923, où Jules Romain publie ce livre sur Knock ou le triomphe de la médecine. Pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Encore faut-il qu'ils tombent malades. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Et peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Ciel. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Ça doit être affreux. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Toute question d'argent à part. Bien entendu, bien entendu. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Donc, la question se pose de savoir est-ce qu'il y a des médecins qui sont des charlatans? Alors, si on regarde dans la roue charlatan, vous voyez, ça vient de l'italien charlatano,
Celetano, habitant de Celeto, et donc est croisé avec Ciarlare Bavardé. En fait, c'était sur des marchés publics dans cette petite ville où il y avait, on vendait des drogues, il y avait des arracheurs de dents, etc. Ceci exploitait la crédulité publique. Comme synonyme, il y a esbroufeur, c'est un vieux terme, hein, en fait de l'esbrouf, ou imposteur, ce qui est d'actualité dans certaines situations qu'on va décrire. Et donc, quand on va pour voir charlatanisme sur Wikipédia, c'est la promotion de pratiques médicales frauduleuses et les éléments communs du charlatanisme comprennent des diagnostics douteux, des traitements non testés, à l'efficacité non avérée ou réfutée, et en particulier, donc ça c'est la cible, des maladies graves telles que le cancer. Alors, le charlatanisme est aussi décrit comme une fraude dans le domaine médical. Enfin, le danger, un des dangers, c'est que les patients peuvent choisir de renoncer à des médicaments susceptibles de les guérir au profit de traitements qui sont inefficaces, administrés par le dit charlatan. Et donc, si vous allez sur ce site-là, Allo Docteur, l'info santé en vidéo, certains médecins sont-ils des charlatans? Alors, d'après le Conseil de l'ordre des médecins, donc c'est en France, 3 000 à 5 000 médecins seraient des praticiens des médecines dites parallèles, non conventionnelles. On ne va pas faire l'inventaire de ces pratiques. Et donc, c'est vrai que, foi du diplôme de médecin, mais ça donne une certaine aura. Et donc, on ne se trouve pas dans une situation clairement d'exercice illégal de l'art de guérir, puisque ce sont des médecins. Alors, il y a quand même un article du Code de la santé publique qui dit que les médecins doivent traiter en l'état actuel de la science. Et donc, ça, c'est un point quand même important, en sachant que tout ce qui concerne la liberté thérapeutique était quand même d'un temps passé. Et actuellement, on a quand même un accès facile à des recommandations, etc. Donc, on n'a plus l'excuse éventuelle de ne pas être au courant de l'avancée de la science. Et alors, on est dans des situations terminées. Et il ne faut pas non plus décourager la recherche, y compris les points de vue minoritaires. Et ceci est un peu compliqué, dit le Allo Docteur. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, on est dans une situation éventuellement de flou, mais ceci est quand même largement contrecarré par le fait que si on se trouve dans des situations expérimentales, entre guillemets, mais il y a un comité d'éthique qui doit permettre, oui ou non, de réaliser cela. Moi, je me souviens, j'étais jeune médecin, j'étais à Bruckmann encore, et donc le comité d'éthique, je pense que ça n'existait pas encore. Il n'y a pas de comité d'éthique. Et alors, que faire devant une situation où on a envie de mettre en route un traitement qui n'est pas encore dans les recommandations? Ben, le responsable, j'étais voir mon chef de service, et donc je lui ai dit, mais voilà ce que je compte faire. Est-ce que ça paraît légitime de réaliser cela? Je pensais que c'était un cas de fibrose rétropéritonéale où on n'avait encore jamais donné d'Imuran. Je trouvais que c'était une bonne idée, vu qu'il y avait des contre-indications à une corticothérapie, de le faire. Mais donc, il y a des barrières et un cadre qui permet d'éviter de se trouver dans cette situation dite un peu compliquée. Alors, la liberté diagnostique et thérapeutique, ça c'est un rapport du Conseil de l'ordre il y a quelques années. Le Conseil national est soucieux de garantir une liberté diagnostique et thérapeutique. Bon, il n'y a pas que le Conseil de l'ordre, hein, les associations professionnelles aussi. Et donc, il faut quand même des garde-fous. Mais il met quand même ne pas ignorer les abus qui peuvent exister, les incidences économiques de cette médecine en constant développement. Bon, la phrase est un petit peu plate, je trouve. Et quand j'avais interpellé Melot, vice-président du Conseil national maintenant de l'ordre, montrer que ce n'est pas si facile de mettre en défaut certaines pratiques médicales qui, vues de l'extérieur,
sont clairement en dehors des recommandations. Alors, je voulais vous donner un peu quelques exemples des limites de la liberté diagnostique et le point particulier des tests thyroïdiens urinaires. Bon, quelque chose que vous ne connaissez pas puisque vous ne pratiquez pas, heureusement d'ailleurs. Et donc, voilà, dans ce papier, dans une revue de médecine alternative, donc tout le monde ne publie pas dans ces revues-là, et donc où l'auteur parle de l'hypothyroïdie sublaboratoire. Ah, alors, donc il commence en disant, d'après l'expérience de cet auteur, d'un certain nombre d'autres praticiens, il est peut-être plusieurs centaines, voire quelques milliers aux États-Unis, le fait de se fier uniquement à cette approche entraîne un nombre anormalement élevé d'erreurs de diagnostic et surtout prive les patients d'un traitement efficace. Et donc tout ce qu'on enseigne là, la TSH, etc., là, c'est la clinique qui compte. Nous sommes des cliniciens et nous savons quand quelqu'un a une hypothyroïdie et ils appellent ça l'hypothyroïdie sublaboratoire. Et ça fait partie de l'EBM, mais avec une autre signification de l'EBM, c'est Eminence-Based Medicine. Et donc, voilà une EBM particulière. Et donc, dans ce contexte, il y a maintenant, on dit 50 ans, un peu plus que 50 ans, il y a eu 2 papiers dans Lancet où ils ont testé le dosage de la T3 et un autre papier de la T4. Donc, ils ont fait 2 papiers avec T3 et T4. Bon, à l'époque, c'était encore permis. Bon, maintenant, c'est clairement couper les résultats en petits morceaux pour en faire des publications séparées. Ça fait partie d'ailleurs d'un des manquements à l'intégrité scientifique. Et donc, vous voyez comme c'était magnifique. Hein? Donc, les normaux, les hyperthyroïdiens, beaucoup, les hypothyroïdiens, très peu, etc. Donc, un papier magnifique. Hein? Et donc, il a eu un retentissement extraordinaire. Donc, vous voyez un peu le nombre de citations. Donc, les premières années qui ont suivi, il y a eu 30 citations, et puis après, plus rien. Donc, en moyenne, moins de 1 citation par an. En dépit du fait que c'était le Lancet, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Sauf que un certain nombre de médecins sont emparés de cela et donc ils ont fait une recherche clinique dans le journal de nutrition et de la médecine environnementale et en se posant la question, est-ce que finalement la TSH, est-ce que c'est un petit peu juste comme outil diagnostic pour diagnostiquer les problèmes thyroïdiens et en particulier l'hypothyroïdie. Et donc, ils ont fait une étude, donc voilà un petit peu tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Hein. Donc, un enfant qui a l'air un peu âgé, on est fatigué, on a des troubles de mémoire, on est un peu pâle, ouais, on a un peu de palpitations, la digestion est un peu lente, voilà. Oui, donc, avec tous ces symptômes, ils ont regardé quels étaient les 8 symptômes les plus signifiants. Alors ça, c'est du solide. Hein. On est anormalement fatigué, on est un peu déprimé, on a une sensation de froideur des extrémités, on a un peu mal de tête, des crampes musculaires, constipé, et voilà. Donc tout ça, ça devient des signes de l'hypothyroïdie. Puis ils ont fait un score selon que c'était présent, absent, c'était scoré jusque 2. Et puis ils ont mis en relation le score total des patients avec la T3 urinaire. Alors regardez comme c'est magnifique, quelle corrélation entre la T3 urinaire et au plus le score est élevé, au plus les hormones thyroïdiennes urinaires sont basses. Mais oui, cet énorme champ de patates. Et c'est sur cette base-là qu'on légitimise l'utilisation des tests thyroïdiens urinaires pour diagnostiquer des hypothyroïdies. Alors, c'est clair que ceci n'est pas reconnu par les sociétés d'endocrinologie. C'est un concept utilisé par des médecins très généralement non endocrinologues. C'est clair qu'il s'agit d'un abus de diagnostic par rapport à des patientes qui ont des troubles fonctionnels, et je reviendrai sur cette constante dans les différentes pratiques charlatanesques.
collusion avec certains laboratoires, et donc, parce que ce n'est pas tout de demander, mais il faut qu'il y ait des laboratoires qui pratiquent ces tests thyroïdiens urinaires. Il y en a quelques-uns. Ça coûte pour les patients, et en plus, c'est un prétexte pour prescrire des substituts thyroïdiens, mais non pas pour des molécules de synthèse que l'on connaît, mais des extraits de thyroïde, en particulier l'armor thyroïde, et clairement, et c'est souvent comme ça que l'abus diagnostique est associé à un abus thérapeutique également. Alors, vous voyez, hein, donc 34 euros, 35 euros pour la T4, 35 euros pour la T3, c'était il y a quelques années, dans un laboratoire qui n'existe plus, mais qui s'est transformé en 2 autres laboratoires qui continuent à pratiquer ces tests. Alors, tout récemment, d'ailleurs, bon, on n'est pas les seuls à s'émouvoir de cela, donc il y a une lettre à l'éditeur du Belgian Thyroid Club qui quand même a alerté sur cette utilisation des tests thyroïdiens urinaires et avec les raisons qui permettent de dire que ceci n'est pas licite. Au plan analytique, il y a un manque de sensibilité et de spécificité. Il y a beaucoup d'interférences, notamment avec les compléments alimentaires, différents compléments alimentaires. C'est en opposition avec toutes les recommandations rationnelles et ça coûte aux patients. Il n'y a aucune méthode de standardisation de ces tests et c'est en désaccord avec toutes les sociétés scientifiques et médicales, la Société américaine de la thyroïde, le CDC, etc., etc. Et donc, ne pas faire. Alors, le point de voir quels sont est-ce qu'il y a une population cible qui permet d'exercer un peu ce pouvoir médical avec des pratiques qui ne sont pas des pratiques recommandables. Et j'ai pris l'exemple de la maladie d'Ehlers-Danlos. Et bon, il y a quelques années, j'avais dédicacé un grand tour à cette épidémie de maladie d'Ehlers-Danlos. Donc voilà une maladie génétique. Et c'est un peu curieux qu'on puisse se retrouver devant une épidémie d'une maladie génétique. Bon, on pourrait définir les conditions pour lesquelles ça pourrait éventuellement exister, en cas de certaines promiscuités, de consanguinité, etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui m'avait un peu alerté? C'est qu'à un moment donné, dans mes consultations, je voyais de plus en plus de femmes qui avaient demandé les antécédents, mais oui, mais j'ai une maladie d'Ehlers-Danlos hypermobile. Bon. Et puis, à un moment donné, ça commençait à faire beaucoup. Donc, j'ai repris un peu tous mes dossiers de consultation. Et au début, les premières années, il n'y avait pas ça. Et puis alors, ça a commencé, ouais, un petit frémissement, là, mais enfin, pas statistiquement significatif. Et puis, depuis 2012, le nombre de patients que je voyais avec ce diagnostic d'Ehlers-Danlos avait augmenté. Donc, clairement, ça pouvait correspondre à une définition d'épidémie. Je ne vais pas revenir sur la définition d'épidémie. En tout cas, manifestement, c'était interpellant. On va refaire un rappel de tous les syndromes d'Ehlers-Danlos. Et ceux-ci sont les critères de Villefranche qui dataient de 1997, avec des formes qui sont particulièrement graves, notamment l'Ehlers-Danlos vasculaire, d'autres qui sont plus, je dirais, squelettiques. Et ces différents phénotypes de syndrome d'Ehlers-Danlos sont tous associés à des anomalies, soit du procollagène de type 5, de type 3, de type 1, avec des tests génétiques, sauf pour celui qui est le plus fréquent et qui est justement celui de l'épidémie en question, qui est l'Ehlers-Danlos hypermobile ou encore de type 3, et pour lequel la protéine en cause n'a pas été identifiée et on n'a pas de test génétique. Et donc ça c'est pas mal, hein, parce que dans le sub-laboratory, là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et donc ça date de 1997. Et les critères de Villefranche de 1997, il y avait 2 critères majeurs, une hyperlaxité articulaire généralisée avec un score d'hyperlaxité qui devait atteindre supérieur ou égal à 5/9, et une atteinte cutanée finalement modérée.
et alors une série de critères diagnostiques mineurs. Et dans les critères de Villefranche, un seul critère majeur suffit. Et donc, on est un petit peu lax, et c'est bon, on a un ELERS dans l'os. Et donc, ce qui a suivi, et donc ça c'est un papier de 2017, c'était toute une littérature pendant 20 ans qui se sont basés sur ces critères beaucoup trop laxes, en quelque sorte, pour reprendre des groupes de patientes qui étaient qualifiées d'ELERS dans l'os de type 3 et de trouver des associations à toute une série de choses. Et donc ça, c'est un autre sujet. Je crois que ce sera utile d'en débattre. Ça se retrouve encore dans le PubMed. Donc, à un moment donné, on revoit ces critères. On ne revoit pas tous les papiers qui sont basés sur les critères anciens. Et donc, qu'est-ce que cette littérature a donné? Voilà un peu le syndrome, la symptomatologie associée à cet ELERS dans l'os de type 3. Des douleurs musculaires, articulaires, neuropathiques, de la fatigue, des troubles mnésiques, des troubles cognitifs, des maux de tête, du reflux, du pyrrhosis, du ballonnement, douleur abdominale, de la dysautonomie, de l'intolérance à l'effort, un peu de dyspareunie, etc., de l'incontinence urinaire, on ne dort pas bien, on est déprimé, on a des idées noires, etc., jusqu'au plus récent avec l'activation mastocytaire qui était la dernière mode associée à cette ELERS en l'os. Donc, ça veut dire n'importe quoi. Et donc, on taxait les gens d'ELERS dans l'os et majorité, 80-85% de femmes, étaient enfin reconnaissants d'avoir trouvé ce dont elles souffraient. Et quand on regarde les troubles, les symptômes somatoformes, eh bien, vous allez revoir exactement les deux tableaux qui se superposent. Et donc, toute cette littérature est une fausse littérature, mais qui existe toujours dans PubMed et sur lequel un certain nombre de médecins continuent à s'appuyer pour définir des syndromes d'ELERS dans l'os chez des gens qui ont des troubles uniquement multisomatoformes. Alors, 2017, c'était l'occasion de revoir les critères. Et donc, les constats concernant ce CED hypermobile, c'était pas de diagnostic génétique, des critères diagnostiques inadéquats et une confusion avec l'hyperlaxité bénigne. Et fort de ce constat, je ne vais pas faire tout le détail, on a eu les critères de New York 2017, où là, ça, c'était quand même beaucoup plus streignant, avec des critères pour l'hypermobilité, différents types de caractéristiques avec différents types de critères qui étaient le critère numéro 2, et en insistant sur la nécessité d'avoir dans cette liste-ci, il en fallait 5, sinon ce n'était pas bon. Et il fallait que tous les critères soient remplis pour qu'on puisse qualifier les ELERS en l'os, et y compris 3 autres critères, et notamment le fait que si le patient présentait des maladies immunomédiées clairement documentées et qui avaient en plus des douleurs, on ne pouvait pas les qualifier d'ELERS dans l'os. Et donc, rien que ce critère-là, eh bien, ça excluait le patient avec ce diagnostic. Et moi, j'ai plusieurs patientes avec des lupus ou des scléroses systémiques qui finalement n'allaient pas bien, retombaient sous le joug de l'un ou l'autre de ces médecins pratiquant le diagnostic facile d'ELERS dans l'os et disaient, mais vous avez un syndrome d'ELERS dans l'os et on va vous faire une biopsie cutanée et j'aimerais bien que vos enfants aient des biopsies cutanées aussi pour vous conforter dans ce diagnostic, alors que la biopsie cutanée est clairement non diagnostique dans ce type de pathologie. Il y avait une petite collusion avec un laboratoire d'Anapat d'une autre région et tout ça était bien emballé. Et donc, quand on regarde finalement ce dont souffrent ces patientes, c'est des troubles multisomatoformes, c'est-à-dire avoir au moins 3 symptômes physiques non expliqués, dans la grande liste que je vous avais montrée, avec quand même une histoire remontant à au moins 2 ans de cette somatisation. Et ceci concerne, et c'est un papier français, 8% en médecine de première ligne, et je pense qu'on devrait être même à plus que 8% en première ligne. Donc 8% sur une population française, ça veut dire qu'on a une cible de 4 800 000 personnes qui peuvent être la cible de ces pratiques déviantes. C'est pas mal. On peut faire un bon chiffre d'affaires. Et qui s'occupe de cela? Bien, généralement, des
des médecins généralistes autoproclamés spécialistes de la maladie des nerfs dans l'os, mais ça peut être des spécialistes aussi. Et donc, ils identifient les plaintes comme des manifestations de la forme hypermobile en se basant sur les anciens critères, c'est plus simple, ou éventuellement en remettant les nouveaux critères, mais en ne cochant pas toutes les cases qu'il faut. Et donc, en dépit de cela, ben, vous avez des groupes d'études et de recherche du syndrome d'Ehlers dans l'os Belgique, hein, parce que c'est une succursale de la France. Euh, et donc, parmi les symptômes dominants figurent les douleurs multiples, la fatigue, les difficultés respiratoires, etc. Donc, on va puiser dans tout ce qui était la longue liste des papiers de 1997 à 2017. Le diagnostic repose sur la seule clinique. Enfin, des cliniciens qui vont s'occuper de leurs patients. Euh, et donc, ce qui est parfois difficile à admettre à notre époque d'inflation de l'imagerie et de la biologie, qui sont normales dans ce cas. Et en fait, les signes cliniques et le contexte familial sont suffisants pour poser le diagnostic. Et alors, regardez, parce que sur le site, si vous dites, tiens, est-ce que je répète maladie d'Ehlers dans l'os, est-ce que vous avez le signe de la chaussette ou de la bouillotte? Mettre des chaussettes la nuit pour dormir. Ça, c'est très, très significatif d'une dysautonomie. Le signe de Gorlin, possibilité de toucher le bout de son nez avec sa langue, indiquant l'étirabilité du frein de la langue. Regardez un petit peu là. Le signe du brouhaha. Alors ça, c'est magnifique. Difficulté à entendre ce que dit un interlocuteur lorsque plusieurs personnes parlent à côté ou dans un environnement bruyant. Et enfin, le signe du coq à l'âne, passer facilement d'un sujet à l'autre, et le signe de l'étiquette, c'est couper les étiquettes de vêtements, oui, qui gênent là au niveau de la nuque. Donc, si vous avez un de ces signes, méfiez-vous. Vous avez peut-être bien une maladie d'Ehlers dans l'os. Et sur le site, vous saurez qui consulter pour conforter dans ce diagnostic. Parce que là, un spécialiste de la maladie d'Ehlers dans l'os. Et donc, tout ceci donne lieu à un commerce des orthèses, des firmes de vêtements de contention, parce qu'alors il faut traiter quand même ces patients le mieux possible. Et alors, un truc qui est assez incroyable, c'est l'oxygénothérapie à domicile avec une machine que vous voyez ici qui s'appelle le percussionnaire. Quel est le rôle des médias dans ces abus diagnostiques? Et je voulais prendre ici l'exemple de la maladie de Lyme, et que j'ai intitulé De l'erreur à l'abus en passant par le complotisme, parce qu'il y a quand même une certaine association de causes à cette affaire. Alors, complicité des laboratoires dans le diagnostic du Lyme, et donc mise en garde par rapport aux tests de laboratoire dans des labos alternatifs. Alors, c'est surtout mes collègues du côté de Strasbourg qui sont concernés parce que c'est surtout en Allemagne, à la frontière française, où il y a des laboratoires, eux qui savent comment faire un bon test pour détecter un Lyme. Et ils s'écartent des standards traditionnels. Alors, en plus, ces laboratoires facturent leurs prestations à plusieurs centaines d'euros, mais enfin, c'est pour avoir un bon diagnostic. Voilà, l'argent ne compte pas, hein. Ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. L'efficacité est douteuse et en fait, les techniques utilisées par ces laboratoires sont tout à fait dépassées. Et puis, dès qu'on a ce diagnostic, c'est pour ça que je vous disais que l'abus diagnostique et l'abus thérapeutique ils sont directement liés, eh bien, ces patients vont avoir, je dirais, au mieux des traitements antibiotiques de plusieurs années avec une combinaison d'antibiotiques, bon, un petit peu comme certains l'ont fait dans le syndrome de fatigue chronique. Au pire, l'ozonothérapie. Donc, ce n'est pas le percussionnaire ici, c'est l'ozonothérapie. Et donc, c'est un traitement à base d'injection d'ozone dans le sang. Ça, pour le Lyme, Jean, si tu as des résistants au tétracycline. Bon, bref, un vrai scandale sanitaire. Alors, voilà, c'était intéressant, voilà, c'est un infectiologue français qui a écrit un livre sur la maladie de Lyme, réalité ou imposture, et pour mettre en exergue quand même ces comportements plus que douteux. En réalité, environ 1000 hospitalisations par an en France pour un Lyme, avec un traitement antibiotique simple qui est à 95% efficace,
traitement de courte durée. Et puis, à côté de cette réalité-là, il y a des Lyme Doctors. Et donc, un des champions Lyme Doctors, le chef de file, c'est Perron, dont on n'a rien entendu parler au moment de la pandémie. Et donc, il dit, c'est un scandale sanitaire, tous ces malades qui ont un Lyme, qui ne sont pas diagnostiqués. Et donc, il y a des formes chroniques, il faut les traiter longtemps avec des antibiotiques. Cette thèse particulièrement anxiogène pour les patients a été bien entendu démontée et démontée scientifiquement. Mais par contre, c'est repris par des associations de malades. Et de nouveau, les mêmes malades qui ont des troubles somatoformes, on ne trouve pas de diagnostic. Et enfin, on a pu mettre la main sur mon diagnostic. Et j'ai une maladie de Lyme. Heureusement qu'il y a des médecins qui pensent à nous. La complicité des médias est assez étonnante parce que les médias, alertés par les associations de patients, disent « c'est un vrai scandale, c'est un problème de santé publique, il y a des gens qui ont des Lyme et qu'on ne diagnostique pas ». Et à côté de ça, il y a la complaisance des pouvoirs publics. Et Jérôme Salomon, qui était ministre de la Santé et qui était à la tête d'un groupe de travail sur le Lyme à la Haute Autorité de Santé, était adjoint de Perron à l'hôpital de Garches où tous les deux travaillaient. Alors, les associations de patients estiment que changeait votre vie, maladie de Lyme, quand les médecins refusent de soigner. Et alors, Perron, la vérité sur la maladie de Lyme, par la suite, voilà, vous vous souvenez de lui, c'est vraiment la star des complotistes. Il a été viré de son hôpital et puis il a été également condamné par l'ordre des médecins. Dans ce papier publié dans Clinical Infectious Disease, ils ont repris un nombre important de patients avec une maladie de Lyme présumée. Hein, donc, Jean, on a régulièrement ta consultation, docteur, j'ai une maladie de Lyme. Et puis, Un à deux par semaine. 1 ou 2 par semaine. Donc, le truc continue. Ce sont celles qui n'ont pas encore trouvé qu'ils ont une maladie d'Ehlers-Danlos, parce que quand tu vas leur dire qu'il n'y a pas de maladie de Lyme, ils vont se retrouver avec Ehlers-Danlos. Hein. Mais je vais avoir d'office en rhumato, moi. Okay. Et donc dans cette étude, le constat, c'est qu'on se retrouve finalement à la frontière entre l'erreur et l'abus, et donc des patients, et plutôt des patientes, avec des symptômes prolongés inexpliqués, fatigue, troubles de mémoire, concentration, maux de tête, etc. Ben voilà, certains soupçonnent, disent, vous avez peut-être une maladie de Lyme, et donc surutilisation inappropriée des services de santé, un nomadisme médical avec des examens qui sont répétés de tous côtés et des erreurs de diagnostic. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand ils revoient ces cas, effectivement, 86% n'ont pas de Lyme et le résidu, c'est moins d'un patient sur 10 chez qui la maladie de Lyme est une vraie maladie de Lyme. Et donc, ça veut dire près de 90% d'abus diagnostiques. Voilà un petit peu j'ai essayé de regrouper ces différentes entités avec les plaintes, les faux critères, les abus thérapeutiques et les conséquences. Bon, on a parlé des Ehlers-Danlos de type 3. Indépendamment de l'angoisse que ça génère d'être dans une situation où on est susceptible de transmettre une maladie génétique. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc, j'ai vu des femmes qui étaient mais vraiment catastrophées par le diagnostic qu'elles avaient reçu de maladie d'Ehlers-Danlos pour cette raison. L'autre point, c'est qu'on passe à côté du vrai diagnostic, qui peut le plus souvent être un diagnostic effectivement à connotation plutôt fonctionnelle et psychiatrique, mais parfois autre chose. Maladie de Lyme chronique, alors il y a tout le complotisme qui est derrière, des traitements antibiotiques prolongés inutiles, avec des effets secondaires de ces traitements. Le syndrome de fatigue chronique n'échappe pas à cela. Et là, avec des médicaments non reconnus, donc il y a une série de médicaments qui ont, où le principal, je dirais, pourvoyeur de ce diagnostic a été condamné d'ailleurs en justice.
bon, je ne vais pas donner son nom, sinon je devrais couper au montage, encore que bon, c'est de notoriété publique. Il faisait venir des antiviraux particuliers des États-Unis et soignait les gens à prix fort avec ces médicaments qui ne servaient à rien. Le problème de l'endométriose, je l'ai repris ici parce que là, c'est plus complexe. Là, probablement qu'il y a un certain nombre de patientes qui sont sous-diagnostiquées, mais d'un autre côté, c'est un diagnostic probablement aussi que l'on attribue, auquel on attribue des douleurs abdominales de cause indéterminée, qui sont souvent plutôt des colopathies fonctionnelles. Je vous ai parlé de l'hypothyroïdie sublaboratoire. Et maintenant, évidemment, on est confronté avec autre chose qui est le Covid long et qui, pour un bon nombre de patients, les met dans une errance diagnostique plutôt que de retrouver le vrai diagnostic et surtout d'une prise en charge qui devient une prise en charge qui n'est pas correcte alors qu'elle devrait faire l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire. L'équipe en France à Pompidou avec Brigitte Ranck a des succès remarquables dans ces traitements de ces Covid longs, justement avec une approche multidisciplinaire. Je crois que j'en avais déjà cité un mot. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout dans ces abus diagnostiques une corresponsabilité du médecin, du médecin et du patient lui-même? Et donc, c'est là que je voulais vous parler un petit peu de la prévention quaternaire. Alors, peut-être pour rappel, et alors ce graphique qui est emprunté au docteur Jamoul, qui est un généraliste, fait de la bonne recherche en première ligne. On voit ici donc les 4 carrés. Ça, c'est la réalité médicale, donc le médecin. Et donc, dans des situations où il n'y a pas de maladie ou des situations de maladie. Et l'autre point, sur l'ordonnée, c'est le malade qui ne se sent pas bien ou bien qui se sent bien. Donc, la prévention primaire, tout le monde se sent bien. Le patient ne se plaint de rien et on va mener une action visant à éviter ou supprimer la cause d'un problème de santé avant son émergence. Et donc, bon, la vaccination est l'exemple de, finalement, un des exemples de prévention primaire. Le traitement de l'hypercholestérolémie, pareil, quand il est appliqué correctement. Prévention secondaire, ben, on vise à prévenir la récidive ou la progression d'une maladie. Et donc là-dedans, on peut dire, mais voilà, après un AVC, le fait de prendre l'aspirine pour pas que ça recommence, le dépistage de l'hypertension artérielle, le malade se sent bien, mais on veut éviter des complications à terme. La prévention tertiaire, là, c'est réduire les conséquences d'un problème de santé aigu ou chronique. Et donc, prévenir la dépression dans des situations de maladie chronique après l'annonce d'un diabète ou d'une maladie, d'une insuffisance rénale chronique, par exemple. Et la prévention quaternaire, qui est moins connue, c'est identifier des patients à risque de surmédicalisation. C'est quoi ce risque de surmédicalisation? Docteur, j'ai mal de tête. Franchement, ne pensez pas qu'une IRM cérébrale est nécessaire. Première fois, le patient va dire non. Puis la troisième fois que le patient revient, il va dire, ben oui, on va vous faire votre IRM cérébrale et voilà, ça va vous rassurer. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier dans des situations où l'intervention médicale pourrait être nocive en termes d'effets secondaires. Et donc, si on est amené à, je sais pas, injecter un produit de contraste, le patient fait un œdème de coin sur la table ou des biopsies ou que sais-je. Et donc, il y a toute une littérature pour donner les conseils visant à prévenir cette débauche d'examen inutile et quels moyens a-t-on pour cette prévention. Et donc, il y a un papier récent dans le British Medical Journal avec comme constat, c'est que l'impact de la surutilisation sur les patients et systèmes de santé suscite de plus en plus d'inquiétudes. La prévention quaternaire, c'est un concept qui promeut la protection des patients contre des interventions médicales dont les inconvénients l'emportent sur les avantages. Et alors le papier a essayé par
une étude de recherche dite qualitative avec des groupes d'experts qui se sont réunis et pour identifier quels sont les obstacles et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faciliter cette prévention quaternaire. Et donc, les deux points qui ressortent, c'est qu'il faut mettre davantage l'accent sur la relation entre le médecin et le patient comme élément central de la prise de décision. Et donc, il y a une éducation à la santé qui est importante. Et donc, c'est d'avoir une sorte de transition vers un modèle de soins qui intègre cette protection, cette fois-ci consciente des patients, en réduisant les surtests, le surdiagnostic et le surtraitement. Et donc ça, c'est un point important qui va au-delà d'ailleurs des économies en termes de santé publique. Alors, qu'est-ce que je vous propose de retenir comme message? Bon, d'abord, qu'il y a quand même, malgré tout, une zone grise possible entre erreur et abus. Les abus diagnostiques et thérapeutiques sont fréquents et sont souvent associés. La cible principale, c'est plutôt des femmes qui souffrent d'un syndrome multisomatoforme. Il y a des spécialistes autoproclamés dans le Lyme, le Ehlers-Danlos, le syndrome de fatigue chronique. Alors, les motivations, on retrouve finalement le même genre de motivation dans la fraude scientifique, hein. C'est l'argent et la notoriété. Donc, il y a quand même un profil psychologique particulier d'un bon nombre de ces médecins. Certains seront plus, ou ce sera plus l'aspect mercantile qui est mis en avant, et d'autres un ego surdimensionné. Collusion avec les laboratoires, également les médicaments chers, rôle amplificateur des médias et des réseaux sociaux, et en particulier le complotisme généré par la non prise en charge des symptômes. Donc ça, c'est très à la mode, et de la victimologie au niveau des reprises par les associations de patients. Je pense qu'il y a une répression insuffisante. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus pénalisé et l'ordre de médecins devrait trouver des moyens quand même plus efficaces pour mettre ces praticiens hors d'état de nuire. Et enfin, attirer l'attention sur la prévention quaternaire et donc comment résister à la demande d'examens complémentaires inutiles sous la pression des patients, éventuellement sous la pression personnelle de médecins qui seraient trop anxieux et qui auraient peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a une co-responsabilité entre le médecin et les patients et le rôle fondamental de la relation médecin-patient dans cette relation de confiance pour éviter, pour convaincre le malade qui n'a pas besoin de tel ou tel examen par rapport aux symptômes présentés. Bonjour, des commentaires, il y en a un. Alors, Voilà, merci Elie pour cet exposé. C'est effectivement comment faire, parce que nous, au laboratoire, on est confronté à des demandes, et comme tu le sais, nous ne sommes pas prescripteurs, nous sommes prestataires. On reçoit vraiment des demandes farfelues, des jeunes, des gens qui ont 20, 22 ans, ou des charlatans qui leur demandent plein d'examens, qui leur donnent plein de médicaments pour traiter des mycoses fécales, entre autres. Donc, effectivement, ça se répercute négatif sur toute la profession parce que ça coûte effectivement cher. Et après, Vandenbroek dit ben, la biologie coûte cher, mais ainsi de suite. Et on fait un amalgame. Donc, ce que tu as dit, c'est très bien qu'effectivement, il y a des gens qui sont autospécialistes, parfois des gens qui sont même paramédicaux, et des généralistes qui deviennent super spécialistes de certaines choses. Mais comment faire, je ne sais pas. Les réseaux sociaux, il faudrait quand même qu'on puisse diffuser et dire qu'il y a de l'abus, mais je ne sais pas comment. oui, bon, je pense que c'est difficile de censurer les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, d'avoir une éducation des médias et des journalistes par rapport à cela et que lorsqu'ils sont soumis, par exemple, à la pression d'associations de patients, d'avoir en parallèle sur leur article non censuré, c'est pas de ça qu'il s'agit,
au moins d'avoir un avis d'un expert, d'un vrai expert du problème qui contrebalance les éléments faux qui sont proclamés dans cet article. Mais je me souviens, il y a quelques semaines, dans Le Soir, il y avait un article sur les LERS dans l'os Oui. où on interviewait non pas un vrai spécialiste de la maladie, mais on interviewe le médecin qui justement Oui. est à l'origine des diagnostics de l'hernie dans l'os. Et Oui. donc, je crois qu'il y a une éducation journalistique importante à Oui. réaliser. Oui, moi, je veux pas sanctionner les réseaux sociaux. Au contraire, il faudrait qu'on les utilise pour nous aussi diffuser les bases en disant, mais attention, il faut y aller, c'est des vrais spécialistes. Ici, moi, j'ai vu des gens, des étudiants qui payent 1 200 € par mois pour avoir des compléments à l'âge de 23, 24 ans, des compléments, des analyses de j'ai la preuve, je vois ça tous les jours, où on demande des analyses qu'on ne demande jamais. Voilà. Donc, il faut effectivement que nous diffusons sur les réseaux sociaux parfois la non-utilité de ces examens. Merci beaucoup. Si je peux enchaîner avec un petit commentaire, et je reviens un petit peu sur la maladie de Lyme. Le problème, c'est que si tu tapes Lyme, le problème dans Google, le problème, c'est le référencement. Et justement, ces associations-là ont les moyens financiers pour être référencées dans la première page ou les deux premières pages. Lorsque les médecins belges ont voulu faire une mise au point en disant voilà ce que c'est que la maladie de Lyme, le diagnostic, le traitement, ils se sont retrouvés systématiquement à la 350e page. Ça n'a jamais été lu parce qu'on n'a pas l'argent pour être référencé dans le top 10. C'est ça le problème. Ouais. Alors, juste pour terminer, Perron, en fait, il a pris j'ose pas dire sa théorie et sa pratique, mais toutes ces connaissances qu'il a importées de France, il a tiré ça d'une société américaine que tu as cité, je pense, dans un truc, qui est l'ILATS, qui a été inventé par Horowitz, qui est donc le premier qui a inventé l'International Lyme and Associated Disease Society, qui est très sérieux, qui fait des congrès partout dans le monde. Et Horowitz est donc diplômé de l'ULB. Ah ben oui. Pouf, pouf. Oui, bon, écoute, ça, je ne sais pas si je couperai au montage, mais Non, je signalerai que le grand gourou de la secte du Temple solaire était aussi diplômé de l'ULB. Oui. C'est ça la liberté d'expression. Hein. Oui, je pense qu'en onco, on a aussi, nous, on a de plus en plus de problèmes. Enfin, moi, je trouve, et on n'a pas nécessairement les réponses. C'est que la majorité de nos patients, et surtout les jeunes, ils voient des nutritionnistes, qui sont souvent des médecins à la base, avant, pendant, après traitement, qui effectivement donnent des prises de sang insensées pour que la chimio se passe mieux, pour détoxifier le foie, enfin tout, mais vraiment en plus des compléments, c'est parfait d'en prendre 20 par jour. Et c'est vraiment très difficile parce qu'il y a des choses où on sait que c'est contre-indiqué, par exemple, dans tel traitement et tout, et puis des choses où on leur dit on ne sait pas, donc on ne voudrait pas que vous le preniez. Mais finalement, quand on dit il faut qu'ils se mettent vers un spécialiste, bah, moi, parfois, j'ai l'impression qu'ils préfèrent écouter leur nutritionniste, qui est aussi médecin, que moi, qui parfois dit, je ne sais pas, et donc je préfère. Et Non, donc, nous, en onco, oui. c'est vraiment moi, je trouve ça terrifiant, le nombre de personnes. Mais alors, évidemment, c'est comme vous avez dit au début, quoi. Comme c'est des gens qui, ils ont l'impression qu'ils jouent leur vie, ils mettent des milliers d'euros dans ces compléments. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Et c'est vrai que Ah, c'est difficile. Moi, je ne sais pas comment réagir à les tout ça. compléments alimentaires, c'est un budget de billions de dollars. Bon, à l'époque, je me souvenais plus que c'était des billions, enfin, donc c'est des milliards. Donc, mais donc, c'est pas rien. Mais la remarque, la remarque est intéressante et peut-être généralisée. Lorsque vous avez un débat à la télévision, si vous avez des associations de patients, plus des scientifiques, la parole des scientifiques ne sera jamais la parole dominante. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, nous, quand on ne sait pas, à douter. Et donc, par rapport à quelqu'un qui affirme de façon extrêmement péremptoire des choses, et quand on se retourne sur le plateau vers le spécialiste scientifique, qui va commencer par exprimer un doute, qui est un doute réel, parce que bon, il n'y a pas que de la vérité, il y a du doute, heureusement d'ailleurs, on est perdant. Donc, pour aller sur un plateau, on devrait s'entraîner quelque part à mentir.
ce qui est un peu contre notre ADN, mais sinon, on est perdant par rapport à ça. Il y a Brigitte qui voulait intervenir. Mais c'est une question que je pose aux biologistes cliniciens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de refuser, par exemple, quand on demande des tests stéroïdiens dans les urines, de dire non, nous ne faisons pas ça, il n'y a pas, c'est pas sensible, c'est pas spécifique, mais nous faisons les tests stéroïdiens. Alors, mais bon, quelque part, on a quand même une responsabilité scientifique et on pourrait le refuser, comme rechercher le candidat dans les selles. Pas d'autres commentaires? Marianne Tondeur a levé la main. Marianne Tondeur. Oui, Marianne. Ben, écoutez, bravo, hein, merci pour cette belle synthèse de choses qui me, comment dire, qui me taraudent depuis presque le début de ma carrière qui est maintenant derrière moi. Je voudrais quand même que, avant de stigmatiser essentiellement des collègues plus ou moins délicats, nous fassions également un peu le ménage devant notre porte. Et je prends comme exemple l'imagerie médicale dans laquelle j'ai fait toute ma carrière. Et je pense qu'il serait quand même temps, et peut-être en cela l'imagerie artificielle pourra-t-elle nous aider, d'améliorer la reproductibilité interobservateur de l'analyse de l'imagerie médicale. Et il n'est quand même pas normal que quand on communique, on demande une interprétation d'un examen d'imagerie médicale, que ce soit de la radiologie, toute discipline radiologie confondue ou de la médecine nucléaire, il n'est pas normal qu'il y ait une telle variabilité. Donc ça, je pense qu'il est temps aussi que nous prenions le taureau par les cornes pour améliorer notre crédibilité. Par ailleurs, j'ai bien compris que les limites, comme toujours, sont extrêmement difficiles à établir entre le médecin plus ou moins indélicat, qui s'écarte plus ou moins des guidelines. On a parlé du médecin anxieux. Et moi, dans mon expérience, j'ai quand même remarqué aussi qu'il y a des patients chez qui l'anxiété est telle que seul l'examen technique, plus ou moins invasif évidemment, mais seul l'examen technique qui revient normal calme l'anxiété. C'était les deux petites remarques que j'avais à vous faire. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Alors, à quel moment, même si on pense que ça... Voilà, on a la conviction qu'il n'y a pas de problème somatique, je pense quand même qu'il faut faire un minimum justement pour convaincre le patient, et le minimum pourrait être une prise de sang standard. Et donc, si on ne fait rien du tout avec certains patients, ça pourrait mettre en difficulté la relation de confiance. Et donc, je pense qu'il faut, par rapport à ces symptômes-là, considérer véritablement les symptômes et ne pas terminer la consultation en disant « mais vous n'avez rien ». Sous-entendu, il n'y a rien de somatique. La plainte, elle est bien là. Donc, il faut prendre en considération la plainte du patient de façon vraiment totale et lui faire passer ce message. Et ensuite, de voir jusqu'où il faut aller dans les examens complémentaires. Mais là, je plaiderais vraiment le minimum, juste le minimum nécessaire pour, je dirais, consolider cette relation de confiance. Une des choses que moi j'utilise dans mes consultations de cancérologie, c'est que je mets les patients en garde contre les interactions médicamenteuses et les interactions que ces produits paramédicaux pourraient avoir avec le traitement efficace. Et ça déstabilise beaucoup de patients qui alors abandonnent les produits inutiles. Oui, oui, ou attirer l'attention sur les effets, éventuellement, les effets secondaires. Parce que tout ce qui est naturel et qui sont des compléments, soi-disant, ben voilà, il n'y a pas d'effet négatif. Une des choses que je leur dis, écoutez, s'il y a un effet positif, dans tout ce que vous pouvez considérer dans l'existence, quand il y a un effet positif, il y a un effet négatif potentiel. Et les médicaments naturels
n'échappe pas à cette règle et de donner l'un ou l'autre exemple. Et donc, notamment, on peut dire la vitamine B6, la neuropathie. Enfin, il y a plein d'exemples de ce type-là. Et donc, ça peut également effectivement les déstabiliser. Jean-Pierre. Mais j'ai été dans le groupe d'études et de recherche du syndrome d'Ehlers-Danlos. Tu as montré le sigle, j'ai été là-dessus. Et en fait, en dehors du président, qui est un interniste médecin interne rhumatologue, il y a du très beau monde, titré, agrégé, etc. Et il y a 2 cardiologues belges. Est-ce que l'ordre des médecins, avec tout ce que tu as dit, ne peut pas intervenir et cibler? L'ordre n'a aucun pouvoir. Écoute, l'ordre était extrêmement, se dit extrêmement démuni par rapport à ça. Et donc, c'est là, je trouve, où il devrait y avoir une modification quelque part dans la législation qui permet à l'ordre d'intervenir. Dès lors qu'on se trouve dans une dérive par rapport à des recommandations claires. Alors, il faut qu'il y ait des plaintes circonstanciées. Et donc, la plainte peut venir soit de médecins qui ont constaté un abus ou de patients. Donc, moi, j'avais notamment des patientes, bon, j'ai quelques cas comme ça, qui m'ont remis le dossier, notamment avec les critères de New York, et ce qui était coché était faux. Donc là, il y avait dans l'établissement du diagnostic un faux. Est-ce que ça va suffire pour faire condamner le médecin? Probablement pas, si ce n'est que s'il y a une multiplication des plaintes qui vont dans le même sens, ça pourrait aider. Mais c'est malheureusement compliqué. Alors, ah oui, c'est la Mamiard, oui. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. C'est très complexe, hein, mais je pense que pour certains examens inutiles que le patient exige, il faudra qu'il participe financièrement et la Sécu ne doit pas rembourser ces examens. Ce n'est pas à la collectivité de commencer à payer pour des examens qui sont inutiles, mais que le patient, au son kiné, au son paramédical, a demandé et que le patient exige. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rajouter peut-être un jour parce que la Sécu ne peut pas continuer à rembourser tout. On va vers un mur. Merci beaucoup. Alors, par rapport à cette remarque, il y a d'une part un certain nombre d'examens coûteux que le patient paye. Et donc, bon, on a évoqué certains tests de laboratoire. Donc, il accepte de payer. Et donc, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et donc, quand on n'est pas bien, qu'on veut aller mieux, ben alors, pour autant qu'on ait suffisamment les moyens, mais parfois, ce sont des gens qui n'ont pas tellement les moyens, mais qui ont la pression de celui qui a prescrit l'examen pour les réaliser. En plus, en toute bonne foi, ils ont affaire à quelqu'un qui est médecin. Et donc, ceci donne un gage de qualité, je dirais, absolue. L'autre point, c'est des examens qui sont éventuellement répétés, qui ne sont pas utiles. Et alors, quand on voit le nomadisme médical, où on va dans toute une série d'hôpitaux avec chaque fois les mêmes examens qui sont réalisés, là, ça pose un autre problème, qui est en soi un problème éthique intéressant par rapport à un système de santé, à savoir la liberté du choix du médecin. Alors, vous avez des systèmes extrêmement contraignants. En Hollande, on ne peut pas comme ça aller à gauche, à droite pour le même problème. Donc, si on veut sortir d'un médecin qui vous soigne, eh bien, vous allez avoir une argumentation suffisamment solide. Alors, on va dire ça, c'est trop contraignant. Et donc, je vois déjà ceux qui vont réagir contre cette entrave à la liberté. Mais d'un autre côté, ce qui se passe dans notre pays n'est pas acceptable non plus. Donc, il faut trouver, là aussi, un moyen pour limiter cette liberté de choix, pas totale, peut-être le système hollandais ou anglais peut-être un peu trop contraignant, mais en tout cas, les dérives que l'on observe alors, régulièrement chez nous sont des dérives effectivement qui coûtent à la santé publique et qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à la prise en charge du patient. Elie, je peux intervenir sur cette remarque?
Oui, je C'est t'en beaucoup prie. plus complexe, c'est encore beaucoup plus complexe que cela parce que la loi nous ne permet pas de faire payer des patients quand il y a un code qui existe à l'INAMI. Donc, quelqu'un qui demande tous les jours une hémoglobine ou un cholestérol, eh bien, nous, on ne peut pas le faire payer aux patients. On n'a pas le droit. C'est interdit. Oui, quand une analyse n'est pas reconnue dans l'INAMI, on peut la faire payer aux patients. Mais autrement, nous sommes aussi, ça perd de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus complexe que là. On ne peut pas faire payer toujours le patient. Et depuis janvier 2024, ils ont serré ça, on ne peut plus le faire, pratiquement plus rien faire. Voilà, c'est tout. Non, mais par contre, il y a des examens qui sont demandés dans un intervalle de temps trop rapproché et que Oui. le labo pourrait à Nous juste faisons titre, ça. refuser de le faire. Nous refusons, nous, effectivement, on met des delta check, mais s'il va dans un autre laboratoire, il fait aujourd'hui chez moi, demain un autre, là, il n'a pas le delta check. Voilà. Mais bon, voilà, c'est trop complexe. OK. Merci pour l'intervention. Bien. Jean, je pense qu'on n'a peut-être pas fait le tour, mais enfin, on a pu avancer dans le débat. Peut-être tu pourras nous faire un exposé sur la dysbiose, peut-être, le candidat dans les selles. Absolument. De plus en plus, ils demandent. J'ai les exemples et les prescripteurs, d'ailleurs. Le microbiote, etc. Bon. Et tous les traitements efficaces qui vont avec. Et tous les traitements efficaces. OK. Eh bien, merci à tout le monde. Je ne vais pas me remercier moi-même et je vous dis à la semaine prochaine. Nous, on te remercie, Eddie. Merci à toi.